Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 56e épisode de Dans les Gradins. Mathieu Landry avec vous, accompagné de nul autre que Philippe Giard. Et Philippe, l'épisode 56, aussi connu sous le nom de... Eric Holla? T'aurais pu pas y avoir quelqu'un de meilleur, me semble? Je sais pas. Yessi Ilonen, c'est-tu mieux ça? Non, c'est pas mieux. Hein? Ça va être l'épisode d'Eric Holla pour aujourd'hui. Bien sûr, au tableau d'affichage, comme à notre habitude, on parle hockey dans ce segment mise en échec. On s'est fait, moi et Philippe, un top 5 des joueurs avec la plus grande influence sur leur équipe présentement en séries éliminatoires. Des joueurs qui sont indispensables pour leur formation dans ces séries. Par la suite, on parle Formule 1, bien sûr, un petit tour de piste avec le Grand Prix qui se dispute en Italie. Déjà 2 pratiques qui ont été conduites du côté de l'Italie. Ça a été intéressant de voir. Franco Colapinto, pas le meilleur départ qu'il aurait pu connaître. Il y a eu plusieurs difficultés. Bref, on en jase un peu plus tard. Finalement, bien sûr, notre segment sporadique où on vous parle d'un sport d'hiver. Et finalement, notre segment favori, nos 3 étoiles de la semaine pour terminer l'épisode. Mais premièrement, Philippe, top 5 des joueurs avec le plus d'influence sur leur équipe en séries éliminatoires. Et je sais qu'on va pas être d'accord. On en a parlé un peu avant. On a malheureusement dû enlever Leon Draisaitl de notre top 5, ce qui fait absolument aucun sens. Non, mais on n'a pas eu le choix. C'est vraiment pas correct. Non. Écoute, l'idée c'était que de mon côté, c'est que c'est trop peu. Je voulais pas en mettre 2. C'est trop peu, un top 5. Il y a tellement de joueurs. Ouais. Oh. Je voulais juste pas mettre 2 personnes qui évoluaient pour la même équipe. Moi, je l'ai fait. Oh oui! Ah ben moi aussi finalement. Mais tu sais, l'idée au début c'est que je mette McDavid et Draisaitl. Tu m'as dit non Mathieu, faut que tu fasses une décision. Ouais. Et j'ai donc yeeté Draisaitl dans mon top 5. C'est pas un top 6, c'est un top 5. C'est pas un top 6, t'as raison. J'ai hâte de voir à quel point on va être similaires dans nos choix parce qu'il y a plusieurs joueurs qu'on apprécie beaucoup similairement dans ces séries éliminatoires-là. Mais je vais te laisser commencer avec ton 5e joueur de ton top 5. Ouais, écoute, je les ai plus ou moins ordonnés parce que c'est tellement difficile, mais si j'étais pour mettre un numéro 5 sur tout ça, je pense que je vais y aller avec Frederik Andersen pour moi. OK! Mon 5e. Et puis, écoute, je pense qu'on donne beaucoup de crédit à la défensive de Caroline et avec raison parce que vraiment, cette défensive-là est extrêmement bien construite. Même des défenseurs qui n'ont pas eu des grosses saisons comme un Brent Burns, par exemple, qui était beaucoup critiqué en saison régulière, a joué une série passable contre les Devils et par la suite, s'est beaucoup amélioré dans cette série-là contre les Capitals. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu renverser Ovechkin. Il y a 40 ans en passant, Brent Burns. Tout est dans la barbe. Hein? Oui, c'est ça. C'est un... Magnifique. C'est la barbe, c'est le dad bod. Brent Burns, là, c'est encore une menace même à 40 ans. Et puis... tout ça pour dire que la Caroline, leur défensive mérite beaucoup de crédit, c'est certain, il n'y a aucun doute. Je parlais de Burns, Walker aussi a joué de bonnes séries, révélation vraiment pour la Caroline. Il y a Slavin aussi qui est là. Donc on sait, on sait que la défensive là, est extrêmement solide en Caroline. Mais je pense que tout ça, c'est souvent un prétexte pour dire, avec cette défensive-là, peu importe qui est dans les filets, on s'en fout. Ça va faire le travail dans tous les cas. Je pense pas que ce soit vrai, ça. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas du tout. Si Kochetkov est devant le filet, si Anderson n'arrive pas à revenir de cette blessure-là qu'il avait eue là, brièvement, je sais pas si la Caroline en est là. Vraiment... C'est un gardien qui a connu une saison, encore une fois, un peu comme Brent Burns, je le disais. C'est un gardien qui était critiqué en saison régulière. Je pense que sa moyenne d'efficacité était en dessous de 900 ou tout près de 900. Donc, il jouait pas de façon exceptionnelle. Mais en série, c'est un gardien généralement qui réussit à faire le travail. Puis, j'ai redécouvert ce gardien-là. Je savais déjà, j'avais déjà quand même une certaine affection pour Frederik Andersen. Je savais qu'il était capable de faire le travail, qu'il était un peu peut-être négligé, ses habiletés étaient un peu négligées, mais c'est un gardien très méthodique. Puis quand tu le regardes vraiment jouer, quand tu prends le temps, j'ai vraiment regardé les Canes, j'ai regardé son jeu plus que je ne l'ai jamais fait, puis tu réalises que c'est un gardien qui
a une technique, un positionnement vraiment, vraiment exceptionnel. C'est... des rondelles qui sont déviées, souvent, on va réussir à faire l'arrêt. Puis des fois, il n'y a pas le temps de réagir. C'est la nature de la chose. La rondelle arrive tellement vite, ça se passe en une fraction de seconde. C'est pas vrai que s'il y a une déviation à 2 pieds, tu es capable de réagir au moment. Mais si tu es positionné adéquatement, si tu te fais gros, si tu es dans les lignes de tir, puis tu essaies de limiter les trous, il n'y a pas beaucoup de rondelles qui passent à travers de Frederick Anderson. C'est assez rare. Et puis, c'est vraiment un gardien qui m'a épaté tout au long de la série. C'est pas flashy ce qu'il fait du tout. Un peu comme l'identité des Canes, je trouve que c'est un gardien qui se prête bien à cette équipe-là aussi. C'est vraiment un gardien qui correspond à l'identité de l'équipe aussi. Et puis, non seulement ça, mais ça blend. C'est un bon mix, c'est un bon match parce que les défenseurs, la défensive sont capables de lui donner la vision, les shots qu'il veut avoir. Ouais. Puis souvent, ça peut être des lancers plus ou moins dangereux, mais ils font confiance à leur gardien. Et puis, les statistiques parlent d'elles-mêmes aussi pour Anderson. 1,36 donc pour les buts alloués par match, c'est très très faible. C'est dégueulasse. C'est minime. Et puis, 0.937 d'efficacité, moyenne d'efficacité. Et puis, pour ce qui est des goal save above expected, donc les buts arrêtés au-dessus de la moyenne, t'as 12,2. Ouais. Et ça, finalement, c'est la preuve de l'impact de Frederick Anderson parce que c'est pas vrai, avec un goal save above expected de 12,2, tu peux pas me dire que c'est juste parce qu'ils ont une bonne défensive. C'est ça. Ouais. Frederick Anderson était là pour faire des arrêts clés. Il a fait des gros arrêts sans être incroyablement athlétique. Il est capable de temps en temps de sortir. Tu sais, s'il a besoin d'improviser, il va le faire, il le fait au bon moment. Il est capable de sortir de sa zone de confort si c'est ce qui est appelé dans le scénario en question. Et vraiment, j'ai trouvé qu'il a été sensationnel pour les Canes. Et c'est une grosse raison pourquoi les Canes ont réussi à finir. Je pense qu'ils auraient probablement réussi à sortir des séries dans tous les cas. Ouais, même si Kochetkov est dans le filet, peut-être qu'ils réussissent tout juste à s'en sortir. Mais pour ce qui est de finir la série en 5 matchs seulement, c'est clé parce que on sait pour la suite des choses, on veut jouer le plus petit nombre de matchs possible. Ouais. On veut se conserver parce que les Canes, on sait, c'est une équipe qui va se rendre en finale de conférence pour la 3e fois dans les 4 dernières années. C'est ça, ce qui leur a manqué peut-être, c'est un peu d'énergie, un peu de vigueur à ce moment-là. Donc, je pense que ça va beaucoup les aider et je pense qu'ils doivent vraiment une fière chandelle à Frederick Anderson parce que ils n'ont pas joué que 10 matchs là, pour se rendre en finale de conférence si c'est pas de Frederick Anderson. Absolument. Je suis entièrement d'accord. À voir si Anderson se retrouvera dans mon top 5 plus tard. J'ai choisi d'y aller avec son coéquipier, moi, pour la 5e position. Okay. Notre bon vieux chum, Andrei Svechnikov. Okay. Parce que quand tu parles d'une bougie allumage pour les Canes, je pense que tu pointes le doigt directement vers Andrei Svechnikov. Seulement qu'une passe, une mention d'aide en série, mais il y a 8 buts. Ce qui est incroyable. Puis non seulement qu'il y a 8 buts, c'est la puissance offensive de l'équipe. Aussi, il devrait en avoir pas mal plus. T'sais, son expected goals par 60, c'est 2.21, qui est 2e, tout juste derrière Nikolai Ehlers en séries éliminatoires. Le gars, il est juste pas chanceux. Il pourrait avoir peut-être 13-14 buts, mais il y en a 8. C'est juste ça que c'est. Il a frappé la tige à je sais pas combien de reprises. Ça va faire 4 ou 5 fois, là. Puis, non seulement ça, mais c'est le joueur qui est le plus souvent dans des situations dangereuses où il aurait pu marquer. Juste la statistique, là, comme ça, c'est le joueur avec le plus de buts dans des situations dangereuses attendues, so expected, avec 3.6, qui est incroyable comme statistique. Là, être dans une position où tu devrais marquer au moins 3,6 buts de plus dans ce genre de situation-là. C'est assez incroyable, puis je pense pas que les Canes, sans lui, auraient eu assez de buts pour se convaincre un chemin derrière, surtout les Devils du New Jersey, et surtout dans ce dernier match où Kochetkov a alloué 3 buts en première période et que c'était déjà presque mort pour les Canes.
Ouais, je pense que Svechnikov mérite amplement sa place. Puis s'il peut trouver là, ce petit moment de précision de plus, je pense que les Canes pourraient être une équipe beaucoup à surveiller. Surtout, tu l'as mentionné, Anderson, même pas 1,5 but de loué par match. Fait que si Svechnikov peut en mettre un, c'est presque déjà fini. Fait que ouais, Svechnikov mérite sa place 5e sur ma liste. Hein. Ben écoute, ça l'aide mon 4e, donc voilà. Je vais pas en parler trop longtemps, mais ouais. Des petites choses peut-être à ajouter. Tu as mentionné les 8 buts. Il joue aussi en moyenne 18 minutes par match, donc quand même là, parmi les attaquants les plus utilisés par Rod Brind'Amour. Et puis c'est 3 buts gagnants aussi pour Svechnikov, ce qui est un sommet au niveau du circuit en séries éliminatoires. Et puis les Canes, je pense à la base, le problème des Canes depuis longtemps, c'est qu'ils ne marquent pas assez. Ouais. Et je pense pas qu'ils avaient réellement trouvé de solution à ce problème-là parce qu'ils sont arrivés en série. C'était censé être une année, c'est un peu bizarre ce qui se passe avec les Canes parce que c'était peut-être censé être une année d'ajustement, de repositionnement parce que ils se sont débarrassés de Necas. Ouais. Là, ensuite, ils ont essayé Rantanen, ça n'a pas fonctionné. Donc, on dirait vraiment que les Canes, là, malgré un peu les turbulences là, au cours de cette année, ont réussi quand même à rester vraiment une équipe compétitive. Et puis, Svechnikov, bon, c'est pas un joueur de qui on attend nécessairement des buts dans ce volume-là. Ouais. Je pense que son sommet en carrière en saison régulière, on parle de 30 buts, là, donc c'est pas énorme. C'est pas nécessairement ça sa qualité première. Ben, il y a beaucoup d'aspects à son jeu. Il peut marquer, mais je pense pas que c'est un gars qu'on va voir marquer 40 buts dans une saison. Là, il marque à un rythme qui est beaucoup au-delà de son rythme habituel. Et puis, c'est très, très important pour les Canes parce que c'est ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont le plus besoin. Oui, ils allouent peu de buts, mais ça va être de plus en plus difficile d'allouer peu de buts face à des équipes comme les Panthers, face à des équipes comme Dallas, Edmonton, nommez-la. Donc, ça va devenir très compliqué de jouer ce jeu-là. Et puis, forcément, s'ils veulent remporter le tout, à un moment donné, ça va prendre des buts. Puis si Svechnikov continue sur cette traînée-là, ben, ça peut peut-être leur donner le petit boost dont ils ont besoin parce que la défensive, à un moment donné, ça suffira plus. Non, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis j'espère que pour lui qu'il y aura un peu d'appui parce qu'on a été chercher, on a Seth Jarvis qui est censé être notre marqueur primaire de cette équipe-là. Tu as eu de l'aide de Logan Stankoven qui n'a pas peur du derrière du filet non plus, tu sais. Mais ces gars-là ne fournissent pas offensivement présentement, malheureusement. Tu sais, Aho qui a fait très bien en première ronde, c'est un peu caché lors de cette série-là contre les Caps aussi. Le prochain au niveau des buts est à 4. Là. Si je ne m'abuse. Là, puis il a marqué dans un filet désert hier. C'est ça la grande différence. Et puis les Kings, on aurait pu nommer aussi un défenseur. Je l'ai pas sur ma liste, mais... C'est sûr qu'on aurait pu nommer Slavin, mais... Il y en a tellement nommé. Slavin, à un moment donné... Je pense qu'on est juste rendu au point où on est tous conscients de qu'est-ce qu'il est censé faire. À ça, donc, qu'est-ce que tu veux. Même Steven Canberge là, qui dit il y a un gros mot pour Jacob Slavin, tout qu'un joueur. Tu sais, c'est le premier gars qui a pointé du doigt pour cette série-là, puis il a dit c'est lui qui nous a volé ça. Et avec raison. Il est fou, Slavin, mais j'ai mis un autre défenseur et le seul défenseur sur ma liste. C'est Thomas Harley à la 4e position. Et là, je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'au début, tu te dis non, mais un peu. Bizarrement, Thomas Harley qui a le plus de temps de glace pour un joueur en série, temps de glace total. Avec l'absence d'Eiskanen. Ça, c'est l'énorme astérix parce qu'Eiskanen remplissait énormément ce rôle que Harley a dû prendre, puis on y fait vraiment confiance côté de Peter DeBoer. 321 minutes en 12 matchs, qui équivaut à 26 minutes et 45 secondes par match. C'est énorme. A brillé dans l'absence de Miro Heiskanen, et même quand Heiskanen est revenu, il a pris les minutes que Harley avait avant. Il n'a pas joué énormément, on s'entend à Heiskanen, mais ça va être un rythme qui va reprendre tranquillement, mais sûrement. Mais Harley, pour vrai, incroyable en série, autant défensivement qu'offensivement. Puis en plus de ça, justement, 3e meilleur marqueur de son équipe, pointeur de son équipe avec 9 points. OK, comment tu justifies
être le troisième meilleur pointeur de l'équipe avec les noms et la profondeur de cette équipe-là. Évidemment, tu as Mikko premier, Roope Hintz 1 point devant Thomas Harley avec 10. Harley qui en a 9. Et ensuite de ça, tu descends, là, t'as les Wyatt Johnston de ce monde, Mikael Granlund qui est pas si loin aussi. On dirait que tout ça a été fait sous genre le spotlight qu'a été Mikko Rantanen, puis personne remarque à quel point Thomas Harley a un impact sur cette équipe-là, parce qu'on s'entend, n'importe quelle équipe veut un apport offensif qui vient de la défensive. Tu sais, à Edmonton, t'as Evan Bouchard. Écoute, en Caroline, apparemment, c'est Nate Schmidt, là. Ça pourrait être Jones, ça pourrait être Ekblad, mais c'est Nate Schmidt qui se lève à l'occasion. Josh Morrissey, Neil Pionk font très bien avec les Jets. Tu sais, chaque équipe en a un, et Thomas Harley a vraiment pris ce rôle-là. Et depuis le tournoi des 4 Nations, c'est un homme en confiance, puis on peut pas le blâmer. Puis en plus de ça, il est dans le top 10 pour le montant de tirs bloqués chez les défenseurs, avec 27 tirs bloqués en série. Ce qui n'est pas rien. Fait que autant être bon offensivement, il est aussi défensivement. Puis je pense que Peter DeBoer peut être vraiment content d'avoir un 1A puis un 1B maintenant défensivement sur son équipe. Absolument, absolument. C'est un bon pick, Harley, franchement. Je suis un peu jaloux. J'y ai pas pensé. J'aurais pu le mettre dans mon top 5, vraiment. Et puis, non, c'est un défenseur vraiment qui est admirable déjà à un si jeune âge aussi. Donc, je pense beaucoup de potentiel de ce côté-là. Il n'y a pas de doute. Et puis, il y avait absolument besoin d'un leader comme ça, je pense, en l'absence justement de Heiskanen. Et là, maintenant que Heiskanen est revenu, graduellement, on va lui redonner sa place au sein de cette brigade-là défensive. Mais je pense que Harley, pour moi, écoute... est meilleur offensivement, ça veut dire? Ouais, non, mais comme... Je sais que généralement, c'est le spot sur le powerplay numéro 1 pour les Stars revient à Heiskanen, mais pour moi, je laisse Harley dans cette position. Il bouge très bien la rondelle. Parce que c'est un peu plus, pour moi, c'est un peu plus de mordant offensivement, je pense, sur l'avantage numérique. On sait ce que Heiskanen va faire. Il est un peu trop prévisible pour moi. Okay. C'est pas un joueur qui lance vraiment plus qu'il faut. C'est plutôt un joueur qui va y aller de passe. C'est de très bonnes passes d'ailleurs. Ses passes sont très efficaces, sont très précises. Ça a mené au troisième but de Granlund l'autre soir. Mais Harley a juste un peu plus de variété dans son jeu pour moi. Et puis, je suis d'accord. Je pense qu'il va continuer de jouer un rôle très important pour les Stars malgré le retour de Heiskanen. Et pour ça, il mérite absolument une place dans le top 5. Même si je l'ai exclu au profit, par exemple, de Kyle Connor, que je vais mettre pour mon troisième joueur le plus utile. Oui, écoute, quand même, Kyle Connor qui joue 20 minutes, un peu plus de 20 minutes par match, donc ça fait beaucoup quand même pour un attaquant. 9 buts. 5 buts, 11 aides pour Kyle Connor. Donc, ça lui fait quand même 16 points. Donc, parmi les meilleurs... Juste derrière Connor McDavid. Oui, parmi les meilleurs marqueurs des séries. Et puis, les Jets, je me dis, il me semble qu'il devrait y avoir un peu plus d'apport de la part de ces trios, genre le deuxième, le troisième trio sont excellents sur papier. Mais il n'y a pas nécessairement eu... Je m'attendais que ce soit pour les Jets vraiment un effort d'équipe. Je m'attendais à avoir plus de contributions vraiment de ces troisième trios-là. Là, tu parles de Lowry, Appleton, Niederreiter, ce trio-là. Lowry a fait sa part. Tu as marqué le but gagnant. C'était quoi le match numéro... Je me sais plus quel match que c'était, mais... Je suis pas certain non plus. Mais, tu sais... Mais... je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai qu'il manque un peu de ce qu'on a vu en saison régulière d'eux autres. Puis même Trio Namestnikov aussi n'arrache un peu. Oui, Trio Namestnikov aussi, c'est douteux. Je sais pas. Puis, pour moi, je sais pas si Winnipeg en est là sans Kyle Connor. C'est un joueur incroyablement dynamique aussi. C'est un joueur intelligent, Kyle Connor.
pas le plus gros gabarit, ça va sans dire. C'est pas un joueur qu'on va remarquer pour sa force physique ou sa force brute. Pas nécessairement un joueur qui va utiliser nécessairement son corps pour tasser l'adversaire, mais ce qui est très bon à faire, c'est de se sortir des petits espaces, aller trouver un peu de liberté sur la patinoire, puis quand il y a des rondelles là, justement qui vont se trouver là, dans la glace libre, c'est souvent Connor qui va être pas loin en train de rôder, puis il est rapide à prendre sa décision, il est rapide à sauter sur une occasion. Et puis, ça fait de lui un joueur assez sournois quand même, assez surprenant et très efficace dans son rôle. Rapide aussi, très rapide, et puis il génère beaucoup d'occasions, beaucoup d'offensives pour les Jets de Winnipeg. Je suis d'accord avec moi, c'est vraiment le moteur des Jets de Winnipeg. Ouais, puis bizarrement, j'ai regardé des games des Jets, chose que je veux pas vraiment avouer parce que c'était pas nécessairement les meilleurs matchs. Souvent, je regardais plus la piètre performance de Connor Hellebuyck que le brio offensif. Puis tu mentionnes Kyle Connor, mais je serais curieux de voir qui est le deuxième meilleur pointeur de cette équipe-là, qui est pas loin derrière. Hein, mais sinon, là, sur ce trio-là, puis même les autres trios, ça en arrache un peu, je pense. Mais oui, gros shout-out à Kyle Connor que je n'ai pas sur ma liste. Fruit du travail de Connor McDavid, qui sera 3e sur ma liste. Écoute, qu'est-ce que tu veux dire de plus? T'as 17 points, dont 16 à 5 contre 5, chose que t'aurais jamais pensé. Oilers, bizarrement, n'arrache en avantage numérique. Ou s'il marque, c'est plutôt Leon Draisaitl qui va avoir un point sur le but d'Evan Bouchard, sûrement d'un plomb de la ligne bleue. C'est ça qui se passe présentement. Zach Hyman, malheureusement, n'est pas là. Corey Perry, par exemple, lui, il est allumé. Oui. Maintenant, Connor, je pense qu'il mérite. Je pense que c'est le plus déterminé que j'ai vu Connor McDavid. Puis tu le vois que quand c'est du crunch time où le temps que quelque chose doit être pris en main, Connor McDavid et ses 23 et plus minutes de temps sur la patinoire, qui d'ailleurs est de loin le plus grand rendement pour un attaquant. Leon est 2e. Il y a quelque chose dans cet homme-là qui me donne tellement d'espoir dans cette équipe-là. C'est l'essence carrément de cette équipe-là est Connor McDavid. Puis à chaque fois qu'on a besoin de quelqu'un sur la glace, évidemment, écoute, là, Narbla, il va pas envoyer personne d'autre que Connor McDavid. Là, et McDavid embarque sur la glace à 5 contre 4, puis il y a une chance de marquer l'autre côté qui arrive. C'est déprimant de regarder jouer à quel point il est bon. Puis je pense que cette année, il prouve. Même qu'il y a de la misère à marquer, il y a 3 buts. Puis ça paraît pas, parce qu'il crée tellement de chances, il se fait juste malheureusement voler. Connor, je pense que son pourcentage de buts qui devrait être marqué, là, il est à moins 2,7 présentement. So, il pourrait avoir 5-6 buts, qui est 3 buts de plus. Surtout dans des situations de danger moyen qu'il appelle. Fait que Connor, pour vrai, là, mérite tout ça. Puis en plus de ça, il joue en avantage numérique puis en désavantage numérique. Il joue les 2 minutes en avantage numérique. Ça fait aucun sens. J'espère tellement qu'il remporte la coupe parce que pour vrai, il mérite. Puis ça rentre dans la conversation du top 10, voire top 5 de tous les temps, je pense, rendu ici. Puis il va avoir 30 ans, 30 ans dans 1 an. Ça fait aucun sens. Cet homme, c'est un mythe. Cet homme possiblement va devenir le joueur le plus talentueux de l'histoire de la Ligue nationale de hockey pour certains. Et j'espère qu'il remporte cette Coupe Stanley cette année. Son équipe va très bien présentement. Aussi, shout-out à Stuart Skinner pour les 2 derniers matchs. Soit c'est 127 minutes sans accorder un but. Fait que il y a ça qui a aidé à plein. On est rendu à ton 2e, si je ne m'abuse aussi. Ouais. Et bon, pour pas que j'inclue Leon Draisaitl sur ma liste, clairement, il faut qu'il y ait un phénomène qui se passe en marge de Leon Draisaitl et c'est Connor McDavid. C'est comme tu dis, c'est vraiment, vraiment le cœur de cette équipe-là. Écoute, Draisaitl, en termes d'impact, c'est assez similaire. Je veux pas du tout lui enlever de crédit, mais c'est quand même McDavid qui porte le C sur son chandail. Ouais. C'est quand même
McDavid qui est le joueur canadien qui a marqué le but gagnant au championnat des 4 nations aussi et qui est devenu un peu l'icône puis vraiment le leader de cette équipe-là. Draisaitl est là aussi, absolument. Puis il est là vraiment dans tous les aspects du jeu, comme les Connor McDavid. Et ce sont deux composantes très essentielles. Mais il y a comme une espèce de symbolique. Il y a comme une espèce de... C'est difficile à expliquer, mais c'est juste... McDavid a vraiment une espèce d'aura là, qui fait que son équipe le suit. Son équipe... Les Oilers d'Edmonton vont bien quand Connor McDavid va bien. Ouais. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Absolument. Et puis, pour moi, c'est absolument lui qui doit performer si les Oilers veulent se rendre jusqu'au bout. Et puis, le reste va suivre. Mais ça part de Connor McDavid. Ouais. C'est le début. C'est vraiment la genèse de cette équipe-là. C'est Connor McDavid. Yeah. Point final. Non, 100% d'accord avec toi. Puis écoute, se disposer de Vegas en 5 matchs, pas personne dans l'Ouest aurait fait ça sauf les Oilers d'Edmonton, selon moi. Hâte de voir là, cet affrontement qui n'est pas encore déterminé, on s'entend, là, les Jets puis les Stars. Il reste un petit bon vieux duel encore, certain, avant que tout ça se finisse. Hâte de voir comment ça va se terminer, cette affaire-là. On a le même numéro 1, parce que mais ça, c'est clair. Là. Mais mon numéro 2, ce sera Frederik Andersen. Des statistiques comme ça, des statistiques comme ça, tu peux pas juste les laisser passer. Tu l'avais déjà mentionné, toutes les statistiques, mais je vais les répéter. Goal save above expected de 12.2, c'est stupide. Ça fait surtout à 9 matchs. On le rappelle. S'il y avait eu une performance d'un gardien moyen il aurait accordé 12 buts supplémentaires. Réalises-tu ce que ça fait, 12 buts supplémentaires? Non, c'est fou. Puis est-ce que les Canes, dans ce monde-là, auraient eu l'offensive pour compenser ça? Aucune chance. Tellement de matchs qui se sont finis par un but d'écart dans leur série. Là. Puis, non, tu sais, 1,36 de buts alloués par match, c'est stupide. Comment tu peux même perdre une game avec ce genre de statistiques me bafouille. 937 de pourcentage d'efficacité. Tu l'as déjà dit, gros shout-out aux Canes qui accordent le deuxième moins de tirs par match derrière les Jets de Winnipeg. Équipe excellente défensivement, mais encore là, ces statistiques-là qui sont avancées prouvent qu'Anderson a quand même un apport à ces statistiques-là. Et je vais aussi amener, tu l'as mentionné, si c'était pas de ces 12 buts-là, qu'est-ce qui serait passé? Ben, dans une performance normale avec un remplaçant autre que Frederik Andersen, en séries éliminatoires, les Canes auraient eu 2 victoires de moins. Et en série, 2 victoires de moins. C'est lamentable. Ça te donne un bon driver dans tes mains. Te set up ton propre tee pour que tu décolles déjà sur le terrain de golf. C'est stupide. Puis en plus de ça, dans des situations grandement dangereuses, il y a un pourcentage d'arrêt de 857, ce qui est bon pour la deuxième position de tous les gardiens derrière Jake Unger, si je ne me trompe pas. Ce qui est très respectable. Pas du tout. Unger est lamentablement bon. Là. Ben, juste dans le dernier match. Dans la défaite de 4-0. Oui. Il a été bon. Là. Puis le match avant ça, où il a privé Kyle Connor de 2 buts juste avec sa jambière gauche, back-to-back. Ces deux gardiens-là méritent beaucoup d'éloges, mais je me devais de garder un autre star pour la première position. Et je pense qu'on va en parler ensemble pour ça. C'est un dialogue. Mikko Rantanen, le mousse. Le chevreuil sur la transcanadienne. Cet homme est inarrêtable. Le boss de la Finnish Mafia. Absolument. Le boss. On en parlait justement dans nos DMs, moi plutôt Philippe. C'est 5 Finlandais sur cette équipe-là. Ce trio de Finlandais avec Granlund et Hintz, qui de base sont 2 centres et qui évoluent ensemble, qui fonctionnent à merveille. Mais ça change pas le fait que Mikko Rantanen a 9 points de plus que le deuxième marqueur de cette équipe-là. Comment tu veux expliquer ça? Tu peux pas. Philippe, regardez Mikko Rantanen doit juste vouloir faire fesser un mur, comme Joe Sakic doit vouloir fesser quelqu'un tout de suite. Parce que, premièrement,
il a littéralement éliminé l'Avalanche par lui-même. Ouais. Deuxièmement, dans les 3 premiers matchs qu'il a joués, il n'y avait aucun point. Fait que tu enlèves 3 matchs à ses 12. Fait que là, tu me dis qu'il y a 19 points en 9 matchs, ce qui fait aucun sens. Il y en avait 14 en 4 matchs pour débuter la série. Le gars, c'est juste un monstre. Puis, il y a aussi le deuxième meilleur goals above expected chez les attaquants avec un 3,0. Fait qu'il pourrait en avoir plus. Ça fait juste aucun bon sens. Et puis là, récemment, on a eu l'arrivée de Heiskanen dans l'alignement. Oui. On a décidé du côté de Vegas, ce qui, je crois, est une sage décision, d'y aller avec 11 attaquants, 7 défenseurs, pour faciliter un peu le travail de Miro puis rendre son intégration dans l'alignement plus facile. Mm-hmm. Et c'est ça, du coup, on se retrouve avec un peu un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait avec 11 attaquants? Parce que c'est toujours un peu... toujours un peu difficile de jouer à 11 attaquants. Ça complique un peu la rotation et tout. Et puis, qui va manger ces minutes-là? C'est Rantanen aussi. Hier, dans le match, à un moment donné, on avait l'impression qu'il était là à tous les deuxièmes présences. Là, comme, il débarquait... Il revenait tout de suite, la présence d'après, c'était comme... écoute, on l'utilisait vraiment à profusion, donc son rôle qui était déjà énorme puis qui est peut-être même grandissant. On verra qu'est-ce que les Stars vont utiliser comme stratégie dans les matchs qui viennent. Je ne sais pas s'ils vont continuer avec cette méthode-là de 11 attaquants et 7 défenseurs. C'est selon, bien sûr, le rendement de Heiskanen et puis comment il se sent. Donc, à voir, mais Rantanen qui sera là dans tous les cas aussi pour assumer ces minutes-là supplémentaires. Je pense qu'il est déjà autour d'une 20aine de minutes par match. Là, et s'il y a encore de l'espace pour un peu plus, peut-être, mais on ne veut pas trop le surcharger non plus avec la performance qu'il nous donne. Mais c'est sûr que quand tu es Peter DeBoer et tu vois Rantanen sur le banc devant toi, tu as juste envie de le garrocher sa patinoire. Oui, d'accord. C'est de toute beauté. Puis jusqu'à présent, le numéro 1 pour remporter le Conn Smythe. À la fin des séries, ça c'est évidemment... ça veut pas dire que les Stars perdent qu'il va pas l'avoir, mais les chances sont moindres. C'est pas fini par exemple pour les Stars. Hey, qui sait, ça se peut qu'ils se rendent même pas en finale de conférence et qu'il ait fait tout ce travail-là pour rien. Mais je suis content pour Peter DeBoer parce qu'on s'entend, sans Mikko Rantanen, il y a au moins 2 matchs qu'il ne gagnait pas. Le match numéro 7... Il a sauvé son équipe de la gueule du loup, voilà. Mikko Rantanen. On aurait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour cette équipe-là dans le match numéro 7 contre Colorado. Puis ça a été lui. Je veux dire, ça a été lui et lui seulement. Il l'a fait, d'un bout à l'autre, de A à Z. Absolument. Puis, c'est pour ça que les Stars sont encore vivants. À voir s'il pourra le faire contre les Jets dans leur prochain match qui est demain, si je ne m'abuse. On lui souhaite qu'il n'ait pas besoin de le faire. Peut-être que ce sera une victoire plus contrôlée. D'ailleurs, t'es un peu inquiet pour les Jets. Non, je suis un peu inquiet pour les Jets parce que j'ai très, très l'impression que cette victoire-là de 4-0 était un semblant de renaissance. Je pense que c'est encore... je pense moi, non. Moi, je pense que c'est encore la même équipe qui ne performe pas du tout sur la route. Okay. Et le même Connor Hellebuyck qui n'a pas gagné un match sur la route. Et puis, je pense 2 jeux blancs à domicile de suite. En accorde 6 sur la route. Je pense que cette tendance-là se maintient. Je vais pas m'opposer à ça. C'est techniquement vrai ce que tu dis. C'est étrange comment un gardien peut être aussi... Comme ça arrive que des équipes... généralement, les équipes performent mieux à la maison. Mais une si grande disparité entre la performance sur la route et à la maison individuelle chez un gardien de but, c'est étrange. Il me semble qu'on ne voit pas ça souvent. Généralement, c'est assez stable d'un match à l'autre du côté des gardiens. Oettinger, très bien joué sur la route. Même chose pour Frederik Andersen. Donc, qu'est-ce que c'est qui fait que Hellebuyck n'arrive pas à trouver cette même combativité-là sur la route?
C'est inexplicable. Mais je pense que c'est le genre de choses qui se règlent pas facilement. Non, ça c'est tout dans le mental. Puis je pense que lorsqu'il y aura un bon match, il va peut-être pouvoir redévelopper. À voir. Puis on lui souhaite, mais pas tant, parce que j'aimerais bien voir Dare de Edmonton en fin de la conférence. Un repeat. Et le même scénario va arriver, bien sûr, parce qu'on va avoir une même finale que l'année passée. C'est ce que je vais te dire. C'est tout. Je pense que les Panthers, en tout cas, on ne rentrera pas dans ce dilemme-là. On va rentrer là-dedans la semaine prochaine lorsque tout sera décidé, bien sûr. Maintenant, pour notre segment Tour de piste. Oh, Philippe, un Grand Prix si tant attendu parce que, selon moi, Emilia-Romagna, c'est un des circuits, premièrement, historiquement, l'un des meilleurs circuits qui a jamais existé. C'est un des circuits les plus techniques, si pas le plus technique derrière Monaco. Et bizarrement, eux s'enchaînent. Circuit aussi, on s'est détourné pour une certaine période. Absolument. Et lorsqu'on est revenu, Max Verstappen a décidé de le dominer. Fait que Verstappen, d'ailleurs, qui est égalité là, avec Schumacher pour le plus grand nombre de victoires sur ce circuit-là, malheureusement, ne le battra pas cette année. C'est combien? 3 de suite. Excuse, de suite, pardon. Pas en total, mais de suite. Oui, OK. Fait qu'il y a ça. Il en a remporté 3 de suite. Il n'en remportera pas un 4e cette année parce qu'ils sont pas assez bons. Il y en a d'autres qui sont meilleurs que lui. On peut rentrer dans le top. Prédiction de Philippe. Pourrait dire le contraire? J'aimerais tellement ça. Parlons vite fait de ce circuit-là qui est fou, parce qu'il n'y a pas nécessairement de ligne droite, sauf pour le premier, la seule zone de DRS, qui a le virage 1 et le virage 2. Ça va être difficile de dépasser, à part même sur cette zone de DRS-là, parce que le circuit qui est moyennement large, tu sais, il n'est pas énormément large, mais il n'est pas restreint comme Monaco non plus. Mais la zone de DRS est tellement mince et pas nécessairement straight non plus. On dit que c'est une ligne droite, mais il y a des inclinaisons, il y a un peu de courbe dedans. Puis tu arrives à tout qu'un virage au virage 2 pour couper vers le bas. C'est pas facile, ça. C'est comme quand tu essayais de faire une ligne 2. Quand tu avais comme 8 ans, puis tu essayais de faire une ligne droite à main levée. Oui, absolument. Ça ressemble un peu à ça, la ligne droite. Je l'ai vu là, sur le circuit, c'est comme OK. Ouais, puis tu le vois, mais si tu regardes juste sur une map, tu remarques pas à quel point ça ondule. L'altitude qui arrête pas de changer, des voitures qui sautent carrément de leurs pneus sur certaines occasions. Ce circuit-là est incroyable, mais va pas nécessairement être agréable à regarder puisqu'il y a tellement peu de dépassements. Les seules chances de dépasser, c'est justement sur la zone de DRS et au virage 7-8. Tu pourrais faire tu pourrais t'essayer sur la chicane de 14, genre le minime crush, mais ça, faut que tu sois un malade pour faire ça. Ça risque de causer une sortie de piste. Ça va certainement en causer plusieurs. Je serais pas surpris si on aurait au moins 3 ou 4 pilotes qui sortiraient de piste. Mais il annonce du bon temps en Italie pour la course de dimanche. Puis c'est en fin de soirée pour nous. Fait que de toute beauté, on ne chialera pas de ça. Souvent, qu'est-ce qui arrive en Italie aussi, si on opte pour une stratégie qu'on a utilisée lors du dernier Grand Prix aussi à Miami, stratégie d'un stop, fait que sur des médiums et des hard ou vice-versa, peu importe ce que vous voulez, probablement la chose qui va arriver encore une fois cette année, pour tout le monde qui compétitionne, c'est-à-dire. Mais j'ai bien hâte de voir, puis durant les pratiques, ça a été dominé par McLaren, qui l'aurait cru. Une petite apparition là des mon Dieu, pas des Haas, Sainz était 3e dans la FP1, mais il y a une écurie qui... Ah oui, excuse, Sauber qui était dans le top 10, les 2 voitures dans le top 10 dans la FP1, pas durant la FP2, Bortoletto qui a pris le champ. Puis ça a été fort intéressant tout ça, mais là où je veux en venir aussi, c'est que mes prédictions sont assez réalistes, mais en même temps, il y a peut-être un petit nom qui va changer. J'espère juste que tu n'as pas mis Verstappen dans ton top, parce que la Red Bull, elle n'avance pas. Même chose pour la Ferrari, qui n'avance pas du tout. Fait que si tu as tous ces noms-là, ça serait assez comique. Mais montre-nous ça, voir. Show-moi donc ton top 3 vite fait. Oui, ça commence avec George Russell en 3e position. C'est un gars de 3e position. C'est un gars de podium. Il est juste content d'être sur le podium. George Russell. Mais tu sais, le logo de Mercedes aussi, c'est une espèce de... Il y a 3 ailerons, là, manière.
c'est ça. C'est tout interrelié, ça. Sure, c'est ça. Il y a une science là-dedans. Mais oui, c'est vraiment un gars de troisième position cette année, George Russell, mais il est constant. Il est bon, sa voiture est bonne, il est bon. Puis je pense que, bon, au-delà du fait que il y a de très bons pilotes dans le circuit, il y a aussi le fait que la voiture qui essaie de rattraper pour s'emparer de la première à la deuxième position est juste... C'est un cheat code, cette voiture-là. Yeah, non, c'est triste. Donc, ça lui rend la tâche très difficile, mais je pense qu'il est vraiment là, en train de se solidifier comme le principal poursuivant des McLaren. Et je lui donne encore la troisième position pour cette course. Et deuxième à Oscar Piastri à bord de sa McLaren. Et oui, Mathieu, je l'ai fait. J'ai mis Max Verstappen. T'es sérieux? Oui, j'ai mis Max Verstappen. Wow! En première position. Je me dis, oui, la voiture avance pas. Mais c'est pas un circuit où tu as besoin d'une voiture qui avance plus que ça. Okay? S'il trouve une manière, et il est capable, s'il trouve une manière de se hisser en pole position. En qualif? En qualification. Il peut gagner la course. Oui. Il peut gagner la course. Si. Et ça va être compliqué, mais je vais mettre toute ma foi dans ses habiletés de pilote exceptionnelles et le fait qu'il a gagné 3 des 4 dernières courses depuis 2020 sur ce circuit-là. Et puis, je vais lui donner sa 4e victoire donc à Émilie-Romagne. Et voilà. Intéressant. C'est ça. Je suis... Verstappen, il est dû aussi. Fait que... je vais commencer par dire que Verstappen est mon pilote décevant. OK. Puis pas nécessairement tout de sa faute. C'est qu'il y a des pilotes et des voitures qui sont pas des pilotes. Là, c'est encore le meilleur pilote sur le grid. Il y a juste... La voiture est pas assez bonne. Ouais. Puis on l'a vu en FP1 aussi, il y a beaucoup de understeer dans sa voiture qui va te tuer sur un circuit comme Emilia-Romagna. À voir s'il peut faire un miracle, chose qui est probable. Ça me tape ses nerfs de le dire, mais c'est probable. Mais mon top 3 est différent, extrêmement différent du tien d'ailleurs. En troisième position, et mon pilote impressionnant d'ailleurs, Kimi Antonelli. Okay. Cette voiture-là me prouve à chaque semaine qu'elle est constante, qu'elle est bonne et qu'elle passe tellement sous le radar face à l'incroyable performance d'Oscar Piastri et McLaren. Kimi Antonelli pour aller chercher son premier podium cette semaine parce que, je viens d'en parler, Ferrari, vraiment underwhelming. Ouais. Red Bull, la voiture, encore une fois, n'est pas de calibre. Et Mercedes, qui, dans les deux pratiques, ont fait comme que Mercedes ferait bien. C'est assez bien pour se hisser, selon moi, au troisième rang pour Kimi. Et donc, deuxième serait George Russell. Parce qu'il n'y a pas un Grand Prix sans un podium de George Russell. C'est le même que ça fonctionne. Ouais, pratiquement. C'est juste... il est supérieur à Kimi. Sa voiture est la même. Il est juste un meilleur pilote. Puis je pense que quand il n'y a personne alentour de lui, comme en qualif, il peut facilement s'hisser dans le top 3 et garder cette position-là parce que c'est tellement pas facile de dépasser. Et George Russell est un excellent défenseur comme voiture. Comme pilote. Et première position. Surprise. Oui. Le King, Oscar Piastri. Le roi australien, c'est... que dire? Tout le monde mettait beaucoup trop d'emphase sur le fait que Lando Norris allait être le prochain champion. Ouais. Et Oscar Piastri il a juste fait un beau gros doigt d'honneur. Il a dit « Tosse-toi de mon chemin, toi. » Et domine comme c'est dégueulasse. Et bizarrement... Le monde adore ça parce que c'est pas Verstappen, mais Verstappen faisait exactement ça 2 ans passés et tout le monde détestait ça. Fait que j'ai hâte de voir à quel point le monde va être tanné d'écouter de la F1 parce qu'Oscar Piastri arrête juste pas de gagner. Mais moi, je souhaite que ce jeune homme-là remporte le titre de champion du monde cette année. Il peut, absolument. Côté impressionnant, décevant de ton côté, Phil? Moi aussi, c'est Antonelli. Je le vois impressionnant cette semaine. Peut-être
pas au niveau d'un top 3, comme tu le disais, mais un top 5. Top 5, c'est excellent. Un top 5 pour Antonelli quand même. Ça aiderait ton pool, ça? Oui, ça aiderait mon pool, ce serait bien. Et puis, non, je crois vraiment en ses chances quand même cette semaine. Et puis, décevant, j'ai dit Franco Colapinto parce que, bon... Ah ouais? Ouais, je sais qu'on a essayé de faire un changement là, du côté de Alpine. Et puis, bon, on essaie de brasser un peu les cartes, donner une chance à Colapinto plutôt que Douane. Et je suis pas convaincu que ce choix-là va être payant. Il y a eu des difficultés quand même en qualification. Ouais. Il faut que tu lui donnes une chance. Ouais. Là, le gars vient juste d'embarquer dans cette voiture-là. Il était avec Williams l'année passée. Oui, c'est ça. 2 voitures différentes. Je donnerais au moins une course, mais je comprends l'idée de le mettre. Mais c'est ça. J'ai pas l'impression... Fait qu'il va-tu prendre le mur, Colapinto, peut-être? Peut-être un petit mur. Un petit mur. Une petite piste qui s'en vient. Là. Mais non, en tout cas, peut-être. Je crois quand même en ses habiletés de pilote. Je pense que progressivement, là, il peut quand même se hisser peut-être là, parmi le mi-peloton. Là, mais pour le moment, je suis pas certain que ce choix-là immédiatement va rapporter ses fruits. Cool. Ben, on a bien hâte de voir, puis on va suivre ça là, grandement, juste vite fait comme ça. L'FP3 qui arrive à grands pas, si je ne me trompe pas, c'est demain très tôt le matin. Après ça, tu as les qualifs qui sont demain juste en après-midi. Et finalement, la course qui sera dimanche, ce sera 1h de l'Angleterre. Donc, c'est quoi ça? 5h, 6h, notre heure à peu près. Autour de là. Pas même avec la France. Pas certain. C'est après le souper, en tout cas, quelque part là-dedans. Des bonnes heures. Mais ça, c'est-tu avant ou après? Je pense qu'ils sont en avance sur nous, Mathieu. Attends, si je me trompe, c'est vraiment drôle. D'ailleurs, tantôt, quand tu as dit que la course était en soirée pour nous, j'étais comme... Mais pourquoi je pensais que le décalage... C'était à 10h le matin pour nous. C'est ça. J'étais pas loin, tu sais, mais... tu sais, mes créneaux... Tu m'as fait sourciller tout à l'heure. Non, mais t'aurais pu me reprendre. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que... bon... Voilà, I guess que la France... En fait, j'ai un ami d'ailleurs qui est en Italie présentement. Et je lui parle de temps en temps, puis il est toujours... Tu sais, il se plaignait du fait que les matchs de la LNH, c'était comme à des heures pas géniales, comme 3h30 3h du matin, ouais. Donc, ouais. C'est drôle, ça. OK. Ben non, my bad. Mais oui, c'est bel et bien le matin, chose qui est encore très faisable de notre côté. On passe maintenant à notre segment sporadique, où on vous parle d'un sport d'hiver, DIVERS. Philippe, qu'est-ce que tu as comme nouvelle pour nous cette semaine? Je sais pas, au cas où quelqu'un mal interprète. Ouais, écoute, je suis allé dans quelque chose d'assez flyé aujourd'hui, Mathieu. Un petit peu de flyage. Comme à mon habitude. J'aime bien parler de diversité sportive. C'est ça le but du segment. Ben oui. Des IVRS. Oui, et puis, donc, je vous parle du BOUR aujourd'hui, OK? Je vais l'appeler ça aussi B-E-H-O-U-R-D. Et puis, BO qui est un sport médiéval. Mathieu. De quoi tu parles? Oui, quoi? C'est un sport médiéval. Et puis, bon, la scène qui est un peu plus développée, je sais pas, en fait, j'ai pas vérifié, mais je pense que la scène est plutôt développée en Europe, justement. Puis je me suis dit, en l'absence de Manon, on va faire un petit clin d'œil à sa belle patrie. Oui. Le BO. Le BO. Ah oui, voilà. Le clin d'œil. Non, parce que en fait, le tournoi se passe en France. En France, OK. Oui, voilà. Oui, en Normandie. Oui, du coup. Puis... on va jamais finir ça. Et puis, donc, le fonctionnement, 20 équipes, 200 participants. Donc des équipes de 10. Et puis, là, ce championnat qui va disputer, c'est dans le cadre du championnat national de France. Donc, c'est comptabilisé pour ce grand événement-là. Donc, l'ultime événement de la saison. C'est pas clair vraiment. Ben ouais, j'essaie de comprendre. Il n'y a pas trop de calendrier établi, là, mais en tout cas, il y a un événement le 17 puis 18 mai. Ça, c'est cette fin de semaine. Ouais. Oui, c'est cette fin de semaine. C'est demain après-demain. Et puis, donc, on y va dessus d'armure, une armure de fer, là, vraiment une armure de style médiéval, okay, si vous voyez un peu le genre. On va brandir des armes variées comme un fauchon, une hallebarde. Il y a des beaux mots de vocabulaire vraiment dans ce segment-là. Une épée, une masse ou un bouclier.
qui sont des outils communs qui sont utilisés. Rassurez-vous, d'ailleurs, les épées sont épointées, OK? Fait que, comme tu sais, ils sont ouais, inquiétez-vous pas, c'est un épée, mais elle est arrondie. Oui, elle est un peu arrondie. Là, ça change tout. Éviter les blessures. Oui, c'est ça. C'est pas barbare du tout. Non, vraiment, c'est pas une épée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pratiquement tous les coups sont permis. Il n'y a pas grand-chose qui Attends, c'est-tu le genre de MMA là, dans une cage, puis il swing avec ça? Manière. Un peu, si tu veux. Je pense que j'ai vu ça. C'est dans une arène carrée. Oui. Puis c'est à l'extérieur, ça joue vraiment juste sur le sol. Nice. Et puis ça a l'air d'être un peu sableux, boueux manière aussi, juste pour rendre ça un peu plus dramatique. C'est comme des fêtes aussi. de poules. Oui. un peu d'ailleurs. Et puis l'idée c'est ça, c'est de il y a 2 équipes qui sont identifiées par un blason, donc une espèce d'armoirie. Okay. Et puis pour remporter un match, il faut aller chercher 2 rondes victorieuses. C'est ça, on joue dans cette arène et le but c'est de faire tomber au sol tous les adversaires. Donc, on veut les abattre, là, dans le fond. On veut qu'ils soient réduits... À l'abattoir. Oui, qu'ils sont réduits au néant. Là. Pas littéralement. Pas en poussière. Il n'y a personne qui se fait tuer. Mais il y a des blessures, occasionnellement, qui se produisent. Et puis, c'est ça. Des petites exceptions, quand même. Apparemment, tu ne peux pas donner de coup en arrière des genoux. Ça, c'est cheap, pareil. T'sais. C'est vrai qu'un Charlie Horse, c'est ça. Non, mais tu sais, un bon vieux coup. Tu sais, dans le cours d'école, là, quand les gens... Oui, puis... Oui... C'est vrai que c'est cheap. C'est pas fair play, ça. Parce qu'on s'entend, un petit coup en arrière de ça, t'es pas mal à dépourvu pour un bon coup d'épée sur le bord du gland. Là, absolument. Donc, la glande, pas de... C'est barbare, mais il y a quand même des règles. Pas beaucoup, mais il y en a. Et puis, c'est ça. C'est une espèce de... C'est pour une reproduction de guerre médiévale, si tu veux. Ouais. Mais à des fins de divertissement. OK. Voilà. Sure, aucune chance que je touche à ce sport. Tu voudrais pas? Moi, je sais pas. Mais tu ferais quasiment mal. On dirait que je taperais à quelqu'un, je serais comme wow! Ça doit faire mal, entre ça puis le spinning. C'est vrai que finalement, je vais peut-être l'essayer. C'est vrai que si tu le dis comme ça, you never know. Moi aussi, je te parle de combat, mais je te parle pas d'épée, je te parle pas de bouclier. C'est plutôt Marc-André Barriault, le Québécois qui, samedi dernier, a vaincu son premier adversaire dans l'Octogone au Centre Bell. Ça l'a fait, les nouvelles, la réaction de la foule était incroyable parce que nous, avant, je parle des Canadiens, on avait Georges Saint-Pierre qui était peut-être encore selon plusieurs le meilleur de tous les temps avec John Jones. Et là, Marc-André Barriault entre en scène. On a eu beaucoup d'espoir pour lui, le Montréalais, le Québécois plutôt. Et il n'a pas déçu. Il a vaincu le Brésilien Bruno Silva. Et là, la nouvelle est que Barriault, lui, va tenter sa chance le 26 juillet prochain à Abu Dhabi face à Shara Magomedov. C'est pas rien, Shara Magomedov. Puis j'espère pour lui qu'il va prendre cette chance-là. Puis écoute, là, y aller au fond. Parce que Magomedov, lui, qui a perdu son dernier combat, justement, fait qu'il y a peut-être un peu cette déconcertation-là de son côté, mais ça va être un combat incroyable. L'idée de cette nouvelle-là, c'est qu'elle est courte, mais j'essaie juste de dire que j'espère qu'on va avoir un bon Canadien dans la UFC, chose qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Un Canadien francophone plutôt, parce qu'il y en a des Canadiens, mais des Canadiens francophones, ça se fait rare dans la MMA. Ouais. Et là, on en a un bon. Fait que j'espère qu'il va continuer parce qu'il t'a comme... Le KO qu'il a donné à Bruno Silva était spécial. Spécial. L'homme a de l'aura. C'est un showman. Il était dans son pays, il était dans sa ville. C'était incroyable. Puis j'espère pour lui que ça se répète. Et j'espère pour nous qu'on va pouvoir assister là, possiblement à la prochaine légende canadienne francophone de ce sport. Et nous, on passe à notre segment favori et le dernier segment de ce 56e épisode. Ce sont nos 3 étoiles de la semaine. Rapido, presto, Phil, raconte-moi ça, ce top 3-là. Oui, écoute, je suis allé avec une thématique cette semaine encore parce que malheureusement, on n'en a pas parlé beaucoup, mais... c'est un peu une obligation de parler bien sûr des séries de la LNH, donc ça a un peu pris l'attention du tennis, championnat du championnat du monde de hockey. Ah, bien sûr! Qui se déroule en ce moment, donc 16 pays qui compétitionnent dans ce fabuleux championnat. Il y a
y a des choses assez insolites qui se sont produites. Beaucoup, d'ailleurs, vraiment. Il y a les États-Unis qui se font battre, c'est vraiment là-dessus. Toutes sortes de résultats dans ce tournoi-là. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est quelque chose qui ne s'est pas produit en 31 ans. Donc, 31 ans depuis la dernière fois qu'on avait marqué 4 buts, qu'un joueur avait marqué 4 buts dans un match au championnat du monde. Et c'est Eeli Tolvanen de la Finlande qui a réussi cet exploit-là. Et est-ce que tu me dis ton troisième ou je te fais d'un coup? Ah, vas-y, okay, je te laisse. Et puis ma deuxième étoile, c'est l'autre joueur qui a marqué 4 buts dans un match au championnat du monde. Et ces deux-là, on leur fait, lorsqu'ils ont marqué leur quatrième but, leurs deux quatrièmes buts, oui, c'était la même journée. Ouais. C'était dans le même espace de 37 secondes. Wow, ça c'est drôle. Donc, on était tout près. C'est qui ce deuxième? C'est une légende du Canadien de Montréal, Mathieu, un Suisse. Raphaël Diaz. Ah, Sven Rigato. Pourquoi j'ai pas vu ça, moi? 4 buts face à l'Allemagne dans son cas, et puis pour Tolvanen, c'était face à la Slovénie. Donc, on s'entend pas des grands. La Suisse, pour vrai. Mais quand même contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne. C'est impressionnant. Et puis, pour éclipser tout ça. Comment ça fait pour battre ça? Oui, pour éclipser tout ça, aussi au championnat du monde, un compatriote de Eeli Tolvanen, Teuvo Teravainen, qui lui a réussi 6 mentions d'aide dans un Qu'est-ce que j'ai manqué, man? 6 mentions d'aide dans un seul match. Et ce qui est aussi égalité point record avec dans qui? ce tournoi-là. Je sais pas. Ça doit être une légende. 6 passes, c'est incroyable. 6 passes. OK. J'ai été dans un autre thème. Carrément, j'ai pas de thème du tout, en fait. Ma troisième position sera Franco Colapinto. Okay. Juste un bon bienvenue dans la Formule 1, Franco, avec il a retrouvé un siège de F1 avec Alpine. Et on apprécie beaucoup Franco Colapinto. L'année passée, on l'adorait ici. Deuxième, ce sera Anne-Renée Desbiens. Parce que c'est une finaliste pour la gardienne de l'année du côté de la LPHF. Et l'a mérité. Ouais. Elle était incroyable en série contre Ottawa, même s'ils ont perdu. Là, c'est une monstre. Elle a perdu le match numéro 4, le dernier match, par la marque de 1-0. Ouais. Genre, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Elle a fait 58 arrêts dans la victoire en prolongation, genre du match numéro 3. Cette femme-là mérite tout ce qui vient à elle. Puis en plus, l'année passée, c'était comme un peu une down year aussi pour Anne-Renée Desbiens. Fait que c'est bon de voir qu'elle a rebondi comme ça. Et finalement, je t'en ai parlé un peu avant l'émission. Dans Lokmelis. Oui. Ouais, le laiton qui... écoute, là... Phil, t'es un jeune joueur de hockey qui joue présentement dans la Ligue américaine. Tu t'en vas dans un tournoi de championnat du monde avec des légendes comme Nathan McKinnon, Sidney Crosby, et tu te fais dire par Sid the Kid lui-même à quel point tu as été un joueur clé sur la glace et à quel point tu es bon pour ton équipe. Ça se mérite la première place dans mes étoiles de la semaine. Sid va pas dire ça à n'importe qui, je pense. Et juste pour donner un peu de contexte, c'est un choix de 4e ronde des Bruins de Boston, Dans Lokmelis. 12 points en 6 matchs présentement dans la Ligue américaine. Avait joué en série. Malheureusement, Providence ne s'est pas rendu plus loin que la première ronde non plus. Il m'avait impressionné au championnat du monde junior. Il est impressionnant, Dans Lokmelis, mais je pense qu'avoir là, ce renfort vocal-là de Sidney Crosby l'a rendu beaucoup plus crédible. Fait que j'ai hâte de voir si on peut faire des échanges. Je pense pas si les Bruins vont le garder. Je sais pas. C'est hâte de voir. Je sais pas, ça aurait pu être Pittsburgh, mais ils ont pogné un gardien russe à la place, juste le pic d'avant. Ça fait que tu t'arranges avec tes problèmes. Non. Ils ont besoin de tout. Non, maintenant, ils ont presque besoin. Je crois encore en Blomqvist. On va lui donner une chance. Mais non, c'est ce qui va terminer ce 56e épisode de Dans les Gradins. À mon nom, Mathieu Landry, au nom de Philippe Bijard, au nom de l'équipe 2022-2023 des Wildcats de Moncton. L'équipe des Wildcats de Moncton de maintenant qui oui, ça aussi. Ouais. Finale. Hey, le dernier match possiblement. 5, Centre Avenir. T'auras pas de billet en passant. Je suis là.
Ah, t'as acheté tes billets à temps? Mon petit chanceux, toi, il y en a qui n'ont pas eu le temps. Moi, je les ai achetés après le premier match. Fait que bon, on va se retrouver là, bien sûr, pour le Whiteout. Ça va être très important. Match numéro 5 à suivre dès demain. Mais bon, c'est ce qui va terminer ce 56e épisode. Si vous voulez, bien sûr, tout réécouter sur des plateformes audio, vous le pouvez avec Apple Podcast ou Spotify ou peu importe autre plateforme audio que vous le voulez. Et bien sûr, sur le poste, bien sûr, de Rogers, sur le canal 9 et le canal 10, tout dépendamment de votre région, toutes les journées de la semaine. Et sur ce, on se dit bon match!